Depuis quelques années, je fais des enquêtes au Rwanda. C'est sur le génocide des Tutsis rwandais qui a eu lieu en 94. Donc ça fait bientôt 20 ans. Et alors en fait, il y avait avant le génocide une présence militaire française pendant 4 ans. Et l'élément qui a déclenché le génocide, même s'il était préparé à l'avance, c'est un attentat qui a eu lieu le 6 avril. Un attentat contre le président Habyarimana. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça crée des troubles, évidemment, tout de suite. Et en fait, il y a une opération d'évacuation des Occidentaux pendant quelques jours. Donc en fait ça commence à peu près le 7-8, ça finit le 14 avril officiellement. Et le 14 avril officiellement, il n'y a plus aucun militaire français au Rwanda. Et c'est à ce moment-là aussi que l'ONU plie bagage quasiment à 80-90% des effectifs. Donc le Rwanda se retrouve, les personnes en danger sont face à, sont on ne peut plus en danger, puisqu'il n'y a plus personne pour les protéger. L'ONU est quasiment partie, il en reste un petit peu à Kigali, des casques bleus, mais donc et là on a le génocide qui vraiment prend une ampleur à partir de la mi-avril, donc à partir du 15 avril. Et puis, on sait qu'à la fin du génocide, au moment où le FPR, c'est-à-dire c'est un mouvement politique et armé qui a voulu, donc majoritairement composé de réfugiés, mais aussi de démocrates divers, ce mouvement-là est en train de gagner la guerre. C'est une guerre qui se fait en même temps que le génocide, c'est-à-dire le génocide des Tutsis est fait, et concomitamment, il y a une guerre civile entre donc le gouvernement, c'était un gouvernement intérimaire, puisque le président avait été tué dans le crash de l'avion, et puis on a ce mouvement du FPR qui prend le pouvoir petit à petit au Rwanda et qui arrête le génocide. Et à ce moment-là, au moment où le génocide est déjà quasiment terminé, la France décide d'une opération humanitaire, militaro-humanitaire. Donc ça c'est à la fin juin 94. Et entre ces deux parties, donc entre cette mi-avril, donc après l'évacuation des Occidentaux et des casques bleus de l'ONU, et puis avant cette opération humanitaire, il est censé ne pas avoir de soldats, de militaires français. Et en fait, au fil des enquêtes, on découvre que non seulement des tueurs, mais aussi des rescapés ont vu des blancs en uniforme pendant les opérations de génocide, c'est-à-dire l'attaque des gens sur les collines, qui étaient rassemblés sur les collines. Et donc là, ça concerne Bisesero, qui est en fait un massif montagneux, un petit peu enclavé avant le lac Kivu, dans l'ouest rwandais, et qui est d'ailleurs le seul foyer de résistance populaire au génocide, qui se trouve donc à l'opposé de la ligne de front entre le FPR et puis le gouvernement génocidaire. Et donc voilà, là où il n'était pas censé y avoir de militaires français ou de militaires blancs, on trouve à Bisesero des dizaines de témoignages qui indiquent la présence de militaires français pendant les massacres. Et les massacres à Bisesero, en fait, ils ont commencé
un petit peu de manière, disons, de petite ampleur au départ. Ça a repoussé un maximum de gens vers les sommets. Et puis, au mois de mai, ce qui s'est passé, donc précisément le 13 mai, il y a eu une attaque gigantesque faite de dizaines, enfin de milliers de miliciens, de militaires de tout le Rwanda, enfin de plein de régions différentes. Et c'est une attaque qui a la particularité d'être faite à l'arme lourde. Et donc il y a un tandem donc, entre des militaires, à la fois des blancs et des militaires rwandais, qui donc tirent à l'arme lourde et aussi bien sûr à la mitraillette. Hein. Il y a aussi des tirs traditionnels de fusils, de mitraillettes, d'armes à feu diverses. Mais en gros, on a ce tandem, une arme lourde qui tire sur les sommets qui sont plus difficilement atteignables pour les miliciens et les villageois génocidaires, et puis un encerclement en fait de dizaines de milliers et là c'est donc c'est soit des miliciens, soit des villageois qui empêchent les gens de Bicécéro et les gens qui se sont réfugiés à Bicécéro, et les empêchent en fait de sortir de ce huis clos sanglant, et ils achèvent bien sûr les gens qui ne sont pas encore décédés suite au bombardement, etc. Et donc on a plus de 50 témoignages. La veille, il y a eu une manipulation de la part de ces soldats rwandais et blancs qui consistait à leur faire croire que le lendemain, justement, ils allaient être sauvés. Et à la limite, c'était mieux de se rassembler sur les sommets des collines pour recevoir de l'aide, puisqu'ils leur disaient que la guerre était finie, etc. Notre point d'ancrage, c'est les rescapés. Quand un tueur dit quelque chose, même s'il est plus précis puisqu'il est de l'autre côté de la barrière, il dit quelque chose, mais si c'est vrai que le rescapé le valide, même s'il a moins de détails puisqu'il est pourchassé, il est en danger de mort, il court, etc. Donc il voit beaucoup moins de détails dans le massacre. Mais n'empêche que quand un tueur vous dit les Français ont planté un canon sur leur Jeep et que les autres qui sont en face disent exactement la même chose, sans se concorder comme ça, et, je veux dire c'est quand même assez extraordinaire ce niveau de concordance. Je rappelle d'ailleurs que comment dire le massacre à Bicécéro, du 13 mai, on dirait au bas mot à peu près 40 000 personnes ont été exterminées ce jour-là. Ça en ferait le plus grand massacre en fait du génocide.